Qui l'eût cru que nous nous retrouverions dans ce contexte où ce sont le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et le rapporteur général du budget qui sont les héros du jour. Alors là, ça, on ne l'avait pas vu venir. Je vous résume les épisodes précédents. Le problème auquel nous allons être rapidement confrontés en France, ça va être l'examen et l'adoption du budget. Et évidemment, c'est un moment essentiel puisque c'est le budget qui va décider dans les grandes lignes comment est-ce que l'État français va affecter son budget, va dépenser son argent. C'est le budget de l'État qui traduit en grande partie les décisions politiques qui vont marquer l'année. Au sein de ce processus budgétaire, il y a un moment qui d'ordinaire fait peu de bruit, c'est l'envoi par Matignon aux différents ministères des lettres de plafond. Qu'est-ce à dire que ceci? En juillet, il est de coutume que Matignon, sur proposition de Bercy, signe des lettres de plafond qu'il envoie aux différents ministères. C'est ce qui décide quels sont les crédits que les différents ministères vont pouvoir dépenser au maximum dans l'année. C'est le moment où le Premier ministre dit à chaque ministère, voilà, quelle va être ton enveloppe budgétaire pour l'année. En juillet, le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a fini par les signer. Et alors, en soi, c'était un acte tout à fait contestable. Je vous rappelle que le gouvernement démissionnaire est chargé d'expédier les affaires courantes. Le Premier ministre n'est en rien censé prendre des décisions politiques, il est simplement censé s'assurer de la continuité des services de l'État. Les lettres de plafond, c'est le moment où, globalement, le Premier ministre décide quel sera le budget de chaque ministère. C'est donc le moment où, par exemple, sont décidées les coupes budgétaires. C'est un moment éminemment politique. De surcroît, il a signé des lettres de plafond qui dessinent en creux un budget d'économie, un budget même de rigueur. Alors là, normalement, vous êtes en droit de commencer à hausser un sourcil, à dire attendez, c'est un peu chaud quand même. Être à la fois Premier ministre à Matignon qui envoie des lettres de plafond aux différents ministères et qui dessine donc en creux l'essentiel de la politique de la nation, et en même temps être parlementaire qui vote à l'Assemblée nationale et qui s'est même fait élire président du groupe macroniste. C'est-à-dire que là, normalement, la séparation des pouvoirs, tout ça, ça doit résonner à vos oreilles. Normalement, on a appris ça à un moment donné de sa scolarité. Mais rassurez-vous, tout va bien, puisque la justification avancée à l'époque, c'est de dire « Oui, mais ces lettres de plafond, elles sont temporaires. Il faut bien avancer sur la préparation du budget de l'État. Nous n'aurons pas un gouvernement en France avant fin septembre. » Donc, le Premier ministre, en juillet, anticipe, se dit « Écoutez, manifestement, ça va prendre un peu de temps. Il sera pas temps de tout préparer d'un coup à partir de fin septembre. » Gabriel Attal disait, c'est bien sûr un budget réversible, il appartiendra au futur ou à la future premier ou première ministre, soit de confirmer ces lettres, soit au contraire de les amender, voire de revenir totalement dessus. On pouvait éventuellement accepter l'argument en grinçant des dents. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que la préparation du budget a avancé. La commission des finances de l'Assemblée nationale, par la voix d'Éric Coquerel, son président, et de Charles de Courson, son rapporteur général, a dit « Écoutez, si vous voulez commencer à préparer un budget de l'État sur la base de documents provisoires, nous, ça nous va. Par contre, du coup, on veut les documents. Si d'aventure, les lettres doivent être amendées, elles le seront. Mais si elles ne devaient pas l'être, ce serait pas mal pour nous de pouvoir un peu anticiper. » Éric Coquerel et Charles de Courson ont demandé, comme ils en ont le droit, qu'on leur communique ces fameuses lettres de plafond. Le ministère de l'Économie et des Finances a fini par envoyer le plus tard possible des documents préparatoires du budget, mais qui ne comportaient pas les fameuses lettres de plafond. La commission des finances de l'Assemblée nationale a renouvelé la demande à Matignon en disant « Écoutez, nous on veut les lettres de plafond. » Matignon ne s'est pas exécuté. Ça nous a amené, mesdames, messieurs, à cette image tout à fait marquante. Charles de Courson à droite, Éric Coquerel à gauche, qui, d'un pas allant et volontaire, se dirige vers l'hôtel de Matignon pour exiger sur pièce, comme ils en ont le droit, pour exiger sur pièce qu'on leur communique les fameuses lettres de mission. Matignon leur a dit « Circulez, il n'y a rien à voir, oubliez les lettres de mission, vous ne les aurez pas. » On va écouter notamment Charles de Courson. Nous avons été reçus par le chef de cabinet et la secrétaire générale du gouvernement. Et droit dans les yeux, je lui dis « Madame, est-ce que oui ou non les lettres plafond sont un document communicable ?» Réponse « Oui ». D'ailleurs, elles ont déjà été communiquées, par exemple, à Saint-Martin, qu'il avait demandé, on lui a donné. Laurent Saint-Martin, évidemment,
qui a été rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale entre 2020 et 2022, c'est-à-dire un moment où La République en marche avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'argument, c'est de dire, bien sûr, les lettres de plafond sont communicables. La preuve, elles ont été communiquées à l'un de mes prédécesseurs, Laurent Saint-Martin, qui faisait partie du mouvement présidentiel. Deuxième question, est-ce que vous devez les donner? Alors là, grand débat. Voilà. Ah, nous disons que oui, et on ne les a pas donnés. Parce que Matignon dit qu'il n'y a aucune obligation constitutionnelle ou législative. Enfin, bref, ça a fait flop, votre histoire. C'est tout, pas du tout. C'est la Constitution. Le rapporteur du budget et le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ont droit à tous les documents, y compris préparatoires. D'ailleurs, on les avait eus dans les notes, par exemple, de la direction du budget. Vous êtes en train de dire que le nouveau Premier ministre est dans l'illégalité en refusant de vous communiquer ces éléments budgétaires auxquels vous avez un droit d'accès légal. Absolument. Évidemment, on pourrait se dire, oui, mais dans la mesure où ces lettres de plafond sont des lettres préparatoires, et où en réalité le Premier ministre actuel a le droit de les modifier, en quoi est-ce pertinent de les communiquer malgré tout à la Commission des finances? Eh bien en fait là, on peut tout à fait renverser l'argument en disant, si Gabriel Attal estimait qu'il était nécessaire d'émettre ces lettres en juillet dernier, quand bien même elles étaient provisoires pour permettre la préparation du budget, alors on peut tout à fait tirer le fil de cet argument, suivre cet argument en disant, on voit pas pourquoi elles seraient, ces fameuses lettres, moins essentielles à la Commission des finances pour préparer l'examen du budget. Ou alors, c'est que c'était pas essentiel, et dans ce cas-là, il n'y avait pas de raison d'émettre ces lettres de plafond alors même que le Premier ministre était démissionnaire. C'est un scandale. Bon, par ailleurs, il y a ici une question de principe. Ce que l'on constate, c'est que la Commission des finances n'a pas eu les lettres de plafond, alors même que certains journalistes, eux, les ont eues. Le Parlement français a été moins informé dans l'examen du budget que les journalistes. Je suis pas en train de vous dire qu'il aurait fallu que ces lettres ne filtrent même pas dans la presse. Au moins, on a une idée de ce qu'elles dessinent. Le fait que des journalistes aient disposé d'informations dont aujourd'hui les parlementaires, qui sont nos représentants, ce sont eux qui ont été élus par le peuple français. Il y a là une asymétrie d'information qui est absolument scandaleuse. Vous allez me dire comment La République En Marche fait-elle pour justifier cela? Alors, c'est très intéressant. On a Jean-René Cazeneuve, qui est député macroniste à l'Assemblée nationale et qui sait de quoi il parle, puisque Jean-René Cazeneuve, c'est, alors pour le coup, le prédécesseur de Charles de Courson à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et moi, je suis surpris. J'étais rapporteur général du budget sous l'ancien mandat. Je peux témoigner que jamais Éric Coquerel n'a demandé ces fameuses lettres plafond. On peut parfaitement travailler sans ces lettres plafond. C'est pas parce que ça n'a jamais été fait auparavant qu'il n'y a pas de raison de le faire plus tard. Le contexte actuel est un peu particulier. L'examen du budget, précisément, est en train de prendre du retard. Et donc, c'est pas parce que hier, ces lettres de plafond n'étaient pas nécessaires au travail parlementaire qu'elles ne le sont pas aujourd'hui. Donc là, l'argument est évidemment, très mauvais argument. Ça ne sert à rien d'aller chercher des lettres plafond qui sont obsolètes parce qu'elles vont être évidemment modifiées par le nouveau gouvernement et le nouveau ministre du budget. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. L'Assemblée nationale a besoin de travailler calmement et pas de faire ces démonstrations, de spectacle, de se donner en spectacle comme le font aujourd'hui le président et le rapporteur général du budget. C'est un argument doublement mauvais. La question, c'est pas celle de l'utilité. À partir du moment où Éric Coquerel et Charles de Courson. Charles de Courson, c'est pas vraiment Joël Rigolo. Joël Rigolo ? La question, c'est simplement que si la Commission des finances de l'Assemblée nationale les demande, elle a droit de les obtenir. Ici, Jean-René Cazeneuve rentre dans des considérations qui ne sont pas essentielles, qui sont presque hors sujet. Si la Commission des finances le demande, elle a le droit de les avoir. L'argument de mauvaise foi ultime dans cette intervention, c'est de dire tout ça, c'est de la politique spectacle. Mais on rappelle, pour quelle raison est-ce que Éric Coquerel et Charles de Courson finissent par avoir ce besoin de se rendre à pied jusqu'à Matignon, se faisant au passage filmer par toutes les caméras de toutes les chaînes d'information. Parce qu'ils demandent ces lettres de mission depuis maintenant 2 mois et qu'ils ne les ont pas obtenues. Il aurait suffi que Matignon les envoie les lettres. Tout cela pour arriver à une conclusion assez simple. Le gouvernement vient ici de se mettre dans l'illégalité, dans le non-respect des institutions elles-mêmes. Je vous rappelle que la définition d'un état de droit, c'est un état qui se soumet aux règles qui les dictent. À partir du moment où, par la Constitution, comme par la loi organique, le Parlement est confirmé, érigé dans sa fonction de contrôle des actes du gouvernement, le gouvernement n'a pas le choix que de se plier à ce contrôle. Et s'il le refuse,
il se met dans l'illégalité, c'est même pire que ça, il sort de l'état de droit. D'autant que, dernière pièce dans le dossier, souvenez-vous, Jean-René Cazeneuve disait « Mais ces lettres, elles sont déjà obsolètes puisqu'on a maintenant un Premier ministre, on aura bientôt un gouvernement qui va donc refaire de nouvelles lettres plafond. » Et alors regardez cette information absolument capitale que reprend Mediapart. Tard dans la nuit de lundi à mardi, Michel Barnier avait envoyé un courrier aux 2 députés ainsi qu'à leurs homologues du Sénat pour leur signifier que le budget 2025 serait construit sur la base des lettres plafond, tout en se réservant le droit de l'amender, mais sans leur donner les fameuses lettres qu'ils réclament depuis des jours. Donc là, vous voyez, sous vos yeux ébahis, écartelé façon puzzle, l'argument de Jean-René Cazeneuve qui disait « Mais de toute façon, ces lettres sont obsolètes ». Bah non, il est donc tout à fait légitime et même tout à fait essentiel pour les députés de la Commission des Finances d'y avoir accès pour préparer l'examen du budget. Et c'est là qu'on voit en quoi est-ce que ces lettres plafond n'ont absolument rien de neutre. Elles fixent un cadre clair, le gel général des dépenses de l'État à 492 milliards d'euros, compte tenu de l'inflation prévue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, autour de 2%, cette somme correspond à une baisse des dépenses réelles de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros d'économies, avait rapporté l'entourage de Gabriel Attal. Et là, on a le dossier qui est complet. Le gouvernement de Gabriel Attal a pris des décisions politiques dans l'été, alors qu'il était censé gérer les affaires courantes. Ces décisions politiques sont en train, manifestement, de l'aveu de Michel Barnier lui-même, d'être confirmées par l'actuel Premier ministre. On voit donc que les décisions prises en juillet ont bien des conséquences sur la politique de la nation, donc ça jette un regard rétrospectif tout à fait sévère sur l'action de Gabriel Attal, qui, tout à la fois, siégeait à l'Assemblée nationale en tant que président du groupe macroniste, et en même temps occupait l'hôtel de Matignon dans lequel il a préparé des lettres de plafond qui déterminent de facto aujourd'hui, qui sont en train de facto de déterminer la politique de la nation pour l'année 2025. Le fait que ces lettres soient en train en ce moment même de déterminer la politique que suivra Michel Barnier, alors même que Michel Barnier refuse de les communiquer à la Commission des Finances de l'Assemblée nationale qui en a le droit et qui en a même, on le sait donc, besoin. C'est un scandale démocratique absolu, c'est une négation des obligations qui pèsent sur le gouvernement de par nos institutions. C'est le Premier ministre qui, avant même, c'est incroyable, le Premier ministre qui, avant même de nommer son gouvernement, s'est déjà assis sur nos institutions. Jusqu'à quand le peuple français acceptera ainsi de voir ses gouvernements chercher à échapper par tous les moyens aux exigences démocratiques les plus minimales qui soient? On a déjà vu Emmanuel Macron échapper à l'exigence de respecter le résultat des élections. Nous voyons maintenant Michel Barnier qui s'assoit sur le Parlement lui-même en refusant de communiquer des documents qui sont pourtant communicables et qui doivent donc être communiqués a fortiori quand ces documents, les fameuses lettres de plafond, sont en train de servir de base à l'élaboration du budget 2025. On va finir, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, puisque je parlais de déni de démocratie. Il y a donc une nouvelle voix qui s'est exprimée en ce sens sur ce sujet, et non des moindres, puisqu'il s'agit de celle de Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, et qui par la suite a été le président du Conseil constitutionnel. Je m'attendais à ce que, compte tenu du résultat des élections législatives, qui est sans ambiguïté, le président de la République en tire les conclusions et demande au parti de gauche de prendre sa responsabilité. Et on a revu le résultat. On le répète, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel, fils par ailleurs de Michel Debré qui a co-rédigé la Constitution, on peut penser qu'il la connaît un petit peu. Voilà Jean-Louis Debré qui, lui aussi, estime que selon toutes les traditions républicaines françaises, selon toutes les traditions parlementaires que l'on constate dans les autres régimes européens et même extra-européens, Jean-Louis Debré qui estime que le nouveau Front populaire avait absolument toute légitimité à tenter de constituer un gouvernement. Y serait-il parvenu? Nul ne le sait, mais comme le disait Dominique de Villepin, c'est la vidéo que nous regardions lundi, ça n'était pas à Emmanuel Macron d'apporter cette réponse. C'était à Lucie Castet et au nouveau Front populaire de tenter de faire ses preuves. Je l'ai dit, Dominique de Villepin le dit, Jean-Louis Debré le dit. Nous sommes bien face, là, à un authentique déni de démocratie qui a été commis par le président de la République
cet été et qui continue de courir jusqu'à aujourd'hui, qui s'est même approfondi, puisque c'est Michel Barnier, homme issu des Républicains, force qui a totalisé 6% des voix au premier tour, 8% des députés au deuxième tour, qui est en train aujourd'hui de constituer un gouvernement. Et maintenant, ce même Michel Barnier se permet de s'asseoir de surcroît sur les droits du Parlement. Je pensais pas vivre ça de mon vivant, je peux pas vous dire que j'en suis tout à fait enthousiasmé, mais je sais pas ce qu'il vous faut. Le mot de déni de démocratie, je ne vois pas en quoi on peut désormais le dénier. Peut-être pourrions-nous commencer à se dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre démocratie, n'est-ce pas ?